Quel a été le rôle de l'intoxication dans l'origine de la civilisation, des civilisations? Dans tout ça, la musique joue un rôle très important. On a trouvé dans l'Antiquité le plus vieux métier du monde, qui n'est pas celui que vous pensez, mais qui est bel et bien celui de chaman, qui, comme ça, en créant une espèce d'état altéré de conscience à travers la musique, crée et renoue et améliore les liens de la société. D'aucuns chercheurs pensent même que c'est en créant des transes qu'on a en réalité commencer à créer des sociétés sophistiquées et complexes en mettant littéralement tout le monde sur la même longueur d'onde. Vous écoutez Le Temps d'une bière, un balado original qui se consacre à l'histoire des drogues de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Anthony Grégoire. Alors toi, présentons-tu, on va te présenter. Toi, t'enseignes l'intersectionnalité de la culture et tu as une formation en musique. Parle-nous un peu d'où est-ce que tu es et de qu'est-ce que tu enseignes exactement. Oui, en fait, moi, j'ai une formation de musicien à la base, puis donc comme guitariste jazz, puis guitariste classique à l'université. Puis il y a eu un moment donné où je me suis dit que la musique puis les concerts, c'était peut-être pour un temps, mais C'est un peu que rock'n'roll, hein? c'est un peu rock'n'roll. Puis que derrière ça, il y avait tout un monde qu'on connaissait moins. Mhm. Puis après mon baccalauréat à l'Université Laval, je me suis lancé justement en ethnomusicologie. Donc, pour vraiment essayer de comprendre comment les peuples, les sociétés faisaient culture et puis faisaient un à travers la pratique, soit traditionnelle ou moderne, mais dans tous les cas, dans cette expression-là qui est la musique. Donc, Mhm. j'ai fait une maîtrise et puis un doctorat en ethnomusicologie. Puis actuellement, je suis chercheur postdoc à l'Université de Montréal. C'est pas vrai du tout. J'ai changé. Je suis rendu à l'Université Laval même. Les choses vont vite. Ah oui? Donc, ben oui, chercheur postdoc à l'Université Laval et puis en ethnomusicologie. Mais j'enseigne, je suis chargé de cours à l'Université de Montréal. J'enseigne en interculturel, les intersections de l'interculturel, comme tu l'as si bien dit. Et puis aussi, j'enseigne aux jeunes, au niveau collégial, à comment faire de la recherche. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Mais sinon, ce que je suis comme chercheur se déroule beaucoup plus habituellement au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest plus généralement, mais je suis beaucoup plus spécialisé là, sur la performance de l'identité à travers le temps et puis sa modulation pour comprendre comment un groupe peut continuer d'exister à travers les événements vraiment majeurs tels que la colonisation, mais comment ils font ça à travers la musique. Alors là-dessus, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles je veux rebondir, Il y a mais plein de mots. il faut mettre les ingrédients en place avant de plonger dans le fût. Yes, Tu me pardonneras cette analogie avec la bière, ça risque de revenir à plusieurs reprises. c'est bon. Commençons par poser les bases. Peux-tu nous dire exactement qu'est-ce que c'est l'ethnomusicologie? Ouais. Ça, l'ethnomusicologie, c'est assez peu connu. C'est à mon grand dame. On n'est pas beaucoup d'ethnomusicologues. Et puis, il n'y a pas beaucoup de formations aussi qui se donnent non plus en ethnomusicologie. Mhm. Mais en fait, tout le monde a déjà entendu parler peut-être des musicologues. Donc, ceux là, qui s'intéressent beaucoup à la musique classique ou la musique notée. Il y a des musicologues qui s'intéressent à la musique jazz, à la musique blues, il y en a. Et puis, les gens ont entendu parler aussi peut-être des anthropologues Mhm. qui peuvent aussi ou ne pas s'intéresser à la musique. Eh bien, l'ethnomusicologue, lui, il est à cheval entre les deux. L'ethnomusicologie, c'est une discipline qui est interdisciplinaire, Mhm. qui est aussi un peu en crise parce qu'on est de formation musicologue, instrumentiste, mais on fait un travail de terrain d'ethnologue. Faut vraiment avoir la formation de l'instrument avant d'instrumentaliser ça puis d'aller sur le terrain. Ouais, C'est c'est comme ça. si un anthropologue devait, dans le fond, être guitariste avant d'aller faire son travail de terrain. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le meilleur comparatif pour moi, c'est l'ethnobotaniste. Ouais, Dans le cadre de mes recherches pour le temps d'une bière, je regarde beaucoup les liens entre des substances hallucinogènes puis la mythologie. ouais. Le gros des recherches se fait par, d'un côté, des scientifiques
qui s'en vont regarder les propriétés chimiques de très vieilles substances, ou en tout cas de substances qui sont utilisées depuis longtemps. Puis d'un autre côté, tu as les spécialistes de la conversation humaine qui s'en vont inférer des expériences psychédéliques en parlant avec des gens dans la forêt de l'Amazonie. Fait que tu as l'ethno qui est vraiment l'humain, le sociologue de la différence. Puis d'un autre côté, tu as le botaniste qui est vraiment le côté un petit peu plus biologique, chimique. Effectivement, ton cerveau va capoter si tu ingères telle dose de DMT. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que à travers toutes ces belles disciplines-là, puis ces beaux métiers-là, parce que ce sont de magnifiques métiers, ce qui rassemble, c'est le côté humain. Tu sais, dans ethnomusicologie, dans ethnologue, dans ethnobotaniste, où il y a le mot ethno. On étudie les gens, les sociétés. Et puis l'autre partie du mot, quel qu'il soit, moi j'aime bien dire que c'est un prétexte pour comprendre. Donc en ethnomusicologie, on étudie la musique, et puis, mais encore dans un contexte beaucoup plus large que le musical lui-même, mais pour comprendre comment fonctionnent les gens en société. Puis c'est là que je pense qu'on peut commencer avec ta thèse, avec un des pays dans lequel tu as le plus longtemps séjourné, le Sénégal. Tu as dit une série de mots qui m'a profondément accroché. Vraiment, là, ça me titille depuis que tu l'as dit. C'est la musique comme performance de l'identité. Est-ce que je te cite bien? Est-ce que c'est ce que tu voulais vraiment dire? La musique comme effectivement une forme de performance identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien, en fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, puis ça m'a un peu frappé de plein fouet dans ma thèse, là. C'est littéralement un train dans ta face. C'est que nous, ici, la musique, on le considère en Occident beaucoup plus comme un système d'organisation des sons. On organise des sons. Que ce soit, peu importe le système, peu importe... Dans la façon que tu le dis, ça sonne tellement générique et aseptisé. On organise le monde comme on organiserait d'autres choses. Moi, j'aurais pensé, c'est juste récréatif pour nous, mais ça ne l'est pas tant pour d'autres. Non, c'est ça. Non. Donc, ici, on a vraiment une conception, mais tu l'as dit, c'est assez aseptisé, mais c'est une définition très, très large que je donne aussi en ce moment, là. Mais c'est ça, c'est donc un système d'organisation des sons pour faire sens. Mais lorsqu'on sort de l'Occident, et par exemple au Sénégal, dans la communauté avec laquelle je travaille, c'est la communauté nonne qu'on retrouve dans la région de Thiès, au Sénégal, eh bien, eux, ils n'ont pas de mots pour dire musique. Donc, puis ça m'a pris plusieurs années, ça fait 14 ans que je travaille dans leur patrimoine musical, dans leur patrimoine culturel. Et puis, il y a seulement 7 ou 8 ans que j'ai réussi à trouver l'équivalence en nonne du mot musique. Et puis, est-ce que tu sais c'est quoi? Dis-moi pas le mot organisation, parce que là, ça va complètement renverser le tableau de bord. Non. Mais c'est un autre type d'organisation. Mais c'est faire la généalogie. La musique, c'est tisser les liens entre la communauté. Ce qui nous ramène directement à ce qu'on disait en début d'épisode. Exactement. C'est fascinant quand même. Exactement. Et puis c'est pour ça que faire de la musique, en fait, pour eux, c'est faire communauté. Et puis en ce sens, la performance, ça l'exprime. Et c'est une façon de construire tout le monde ensemble. C'est une façon de transmettre, mais c'est une façon aussi d'exprimer une identité individuelle dans un contexte de performance groupale. Donc, moi, je veux un lien direct entre se souvenir, c'est-à-dire raconter la généalogie, et puis s'exprimer en tant qu'individu comme personne qui réactive le souvenir. Et c'est très, très, très bizarre parce que c'est comme si la musique servait d'abord et avant tout à écrire l'histoire. Ce qui serait pas très étonnant, considérant le fait qu'au début du 20e siècle, des chercheurs sont allés en Europe de l'Est, dans l'ex-Yougoslavie, dans le sud de l'ex-Yougoslavie, quelque part en Serbie ou en Arménie. Puis ils ont trouvé des conteurs, des bardes modernes soviétiques, qui étaient capables de retenir jusqu'à 16 000 paragraphes de texte et les chanter sous forme de poèmes épiques. Qui faisait des poèmes épiques d'à peu près 16 000 vers
le nombre n'a pas vraiment d'importance, c'est juste vraiment beaucoup de texte, assez de texte pour défier la mémoire. Ben, un certain Homère, Ouais. un certain Homère qui a pondu l'Iliade et l'Odyssée. Les plus grands poèmes épiques, avant d'être couchés sur papier et relativement aseptisés par leur conversion en texte, elles étaient chantées. Elles étaient chantées par des bardes qui, en chantant, créaient par la puissance de leurs mots un état de conscience relativement altéré. Puis c'est là que moi, je te Exact. renvoie la question. Quand toi, tu assistes à ces chants-là qui sont des réécritures d'histoire, qu'est-ce que tu vois dans ton périmètre? Est-ce que tu vois des gens qui semblent toucher une forme d'extase? Comment est-ce que ça se pratique? Eh bien, il y en a. Il y en a. Dans ce que moi, j'observe, il y a très peu de trans parce que c'est réservé aux femmes dans un contexte OK. funéraire très, très précis. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il y a toutes sortes de contextes où il pourrait y avoir, par exemple, altération ou entrée en état second par les chants. Euh, bon, comme tu l'as dit, on exprime un état d'âme, un état d'être, et Mhm. puis un jalon dans l'histoire. Et puis, en Afrique de l'Ouest, ces bardes, on les appelle les griots. Et puis, d'ailleurs, quand un griot meurt, on dit que c'est une bibliothèque qui brûle. Mhm. Donc, eux, ils sont J'ai entendu déposés. Boucard Diouf dire ça à la radio. On Boucard salue dit ça. Boucard Diouf, c'est Eh un de nos oui, meilleurs. qui est sénégalais d'ailleurs. Hein? Tout C'est à un fait. sérère. C'est Ouais, un sérère ouais. sénégalais. Et puis, mais donc, eux, leur fonction dans la société, c'est de se souvenir et de souvenir les gens. De faire souvenir les autres aussi. Oui, c'est ça. Mais j'utilise vraiment de souvenir les gens parce que les gens sont pas distincts de l'histoire. Hmm. Les gens y contribuent et les gens sont l'histoire. Et puis, le fait comme ça de ramener euh, des pans entiers généalogiques ou des événements complets de notre passé qui nous constituent aujourd'hui, qui fait tout ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui en tant qu'humain, Mhm. ça vient chercher des émotions, ça vient chercher des mécanismes aussi qui sont neurocognitifs, des mécanismes de défense aussi qui peuvent nous amener seulement par le chant dans un état second. Et je reviens à mon exemple avec les nonnes au Sénégal. Donc, il y a un homme, un homme âgé qui meurt, et puis on organise des funérailles. Donc, on se replace un peu dans un contexte de syncrétisme où il y a eu fusion de plein de religions. C'est un peu hétéroclite comme conceptualisation des pratiques cultuelles et culturelles. Et puis, on amène tout ça ensemble. Et puis, à travers les rites catholiques, dans ce cas-ci, il y a des réminiscences d'animisme. Et puis là, tu as la maman, qui est la veuve, qui se met à chanter, qui chante, qui fait, à prime abord, les louanges de son défunt mari, mais qui fait pas son éloge nécessairement. Donc, c'est un chant de louange qui souligne les bons coups comme les mauvais coups. Donc, si le bonhomme, comme on dit, a fait des bêtises ou des erreurs, on va prendre le temps de le souligner aussi dans son trépas. Mhm. Et puis, d'heure en heure, c'est pas de minute en minute, d'heure en heure, la maman qui se berce comme ça, qui va chanter les louanges de son défunt mari, va arriver à une espèce d'état second avec un flot d'émotions qui va se transformer en justement un mécanisme de défense. Et puis, cette femme-là va pouvoir perdre en quelque sorte contact avec la réalité. Ou en tout cas avec la réalité de où on se situe dans les funérailles. Et puis, tout d'un coup, cette femme-là ne sera plus avec nous. Nous, on la voit, mais elle est à quelque part. C'est fascinant. Ça, on le voit. Où est-ce que les gens qui sont autour de cette femme pensent que cette femme-là est rendue? On ne le sait pas. Est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est dit? Bien, on ne sait jamais trop où elle est rendue. Par contre, on sait que dans tout ce système de cosmogonie-là, toutes les croyances, il y a des anges, ou en tout cas des génies qui sont les équivalents d'anges dans les systèmes un peu judéo-chrétiens, qui viennent interférer
ou intercéder, en fait, entre les morts, les vivants, et pour aider les gens qui vont faire le passage vers la mort. Et puis, cette femme-là, elle est peut-être à quelque part entre les vivants et les morts. Pas au niveau des génies et des anges nécessairement, mais elle est à quelque part là, mais surtout, ce qui est tabou, c'est pas nécessairement où elle se trouve, Mhm. mais c'est qui a pris sa place pendant qu'elle est partie. Et puis ça, c'est ton observation à toi ou c'est ce que tu infères en parlant avec les gens? C'est-à-dire que la culture dont tu me parles a cette idée que tu peux changer de corps. C'est un peu des deux. Hmm. Un peu des deux, parce qu'ils ont une façon de parler de la possession. Eux, ils sont, surtout les nonnes, ils sont réputés au Sénégal pour être particulièrement mystiques. Donc, ils ont une charge mystique et des pouvoirs qui leur sont attribués par les autres groupes ethniques du Sénégal. Et puis, eux, ils jouent avec l'âme des gens. On dit qu'ils sont anthropophages, ils sont cannibales, mais le cannibalisme, ou en tout cas l'anthropophagie en Afrique de l'Ouest, c'est pas manger la chair. C'est Ça, symbolique. ça, c'est exactement. On est dans le domaine de la métaphore ou de Mhm. l'hyperbole, mais donc on joue avec l'âme des gens. Donc, eux, ils croient en la possession, ils croient en la dépossession aussi, mais donc, quand eux, ils dépossèdent quelqu'un de son âme pour l'envoyer dans un arbre sacré, il n'y a pas nécessairement de problème. Mais quand l'âme de quelqu'un s'en va parce qu'il vient d'entrer en transe, Mhm. mais eux, ils ne savent pas il est où cette âme-là. Mais il y a quelqu'un qui prend la place de la personne, qui semble déconnecté, qui parle peut-être en un dialecte différent, ou peut-être avec des idées dans un état qui est pas trop cohérent. Mais donc, cette personne-là, on ne la reconnaît plus. Et puis, c'est ça qui est fascinant pour quelqu'un comme moi Mhm. qui est un peu avide de compréhension de ce type de phénomène. Mais c'est ça qui est intéressant de voir aussi que les phénomènes de transe ou d'entrée en transe laissent tout le monde autour un peu dubitatif parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Mhm. On ne sait jamais. Est-ce que la transe est l'objectif? Quand tu entends une chanson dans un contexte relativement organisé, c'est-à-dire, mettons, je pense pour une occasion funéraire, ou d'autres pour d'autres occasions, est-ce que il y a toujours un sens plus ou moins religieux ou plus ou moins sacré? Est-ce que tu sens que l'objectif, c'est que quelqu'un soit devienne possédé ou prenne possession de quelqu'un d'autre? Ouais, mais ça, c'est une bonne question parce que il y a toujours un caractère sacré. Fait qu'on peut pas juste chanter. Il n'y a pas de karaoké, dans le fond. Là. Je veux dire, Ben, en tout karaoké cas, comme pas aux étant juste du... funérailles. ouais, c'est sûr. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de karaoké au C'est funérailles. ça. Ça marche. C'est ça. Il n'y a pas de karaoké aux funérailles. C'est ça le titre de Mais l'épisode. ben oui, c'est ça. Avec une bière. Mais donc, mais par contre, la transe, dans ce contexte-là, n'est pas une finalité. Hmm. En d'autres contextes, par exemple chez les tambours tapous, dans les communautés tamoules, ou plus généralement, mettons, à l'île Maurice, par exemple, Mhm. il y a des pratiques rituelles comme ça qui sont tout aussi sacrées qu'avec Mhm. les nonnes au Sénégal, mais que eux, ils visent l'entrée en transe. Écoute, le tambour, ça peut te mettre assez solide dans un état second. Je Oui, le oui. sais, je me le suis fait faire. Ah J'ai oui? rencontré un chaman ici au lac Pink à Gatineau. J'ai tout de suite su que c'était un chaman, on a parlé, puis il jouait du tambour sur le lac. Puis c'était intéressant parce qu'on était comme sur une espèce de promontoire sur une galerie, puis il y avait le lac qui s'étendait de gauche à droite devant lui, puis il y avait son gigantesque tambour qui était comme plus une grande peau tendue d'à peu près 2 mètres de large, puis il jouait du tambour dessus, puis dans sa tête à lui, il communiquait avec le lac. Puis on a fait un podcast ensemble. Puis après ça, je l'ai invité, puis il m'a fait une espèce de session d'envoûtement en utilisant son tambour. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il voulait que qu'est-ce qu'il fallait qu'il se passe avec le tambour. J'avais quoi comme objectif? Qu'est-ce que je voulais en tirer de ma séance? Comme si c'était de la thérapie. Puis j'ai dit, je voulais être plus calme puis plus relax. Et puis il m'a littéralement envoûté. C'était sidéral. C'était comme avoir pris une drogue. C'était plus naturel, là, peut-être. J'avais pas de mal de tête. Mais j'étais pas tout à fait endormi. J'étais très calme, très ralenti. C'était comme si tout autour de moi était au ralenti. Mais j'étais très lucide, très conscient, puis surtout très, très heureux, puis très calme. Puis il avait fait ça en utilisant des fréquences. Puis c'est là-dessus que je pense que j'ai envie de t'aiguillonner. Est-ce qu'on peut mesurer empiriquement
dans le cerveau, la façon dont des ondes peuvent altérer notre conscience. Mais je pense que pour qu'on parle de ça, il faut que tu m'en dises un petit peu plus sur la communauté dont tu me parlais qui utilise des tambours. Pourquoi ils font ça? Dans quel contexte? Ben, il y avait plein de questions dans ce que tu viens de dire là. Des questions dans d'autres questions. C'est toujours mets mon affaire. Oui, c'est ça. Ben, la communauté à l'île Maurice avec les tambours, Mhm. c'est sûr que c'est pas mon C'est pas ton hood. c'est pas mon hood. C'est pas là où j'ai fait mes bancs d'école. Oui. C'est Ça, c'est voilà. C'est la version académique de c'est pas mon hood. Ouais, c'est Voilà. ça. Mais par contre, c'est une ethnomusicologue qui a été ma directrice de maîtrise, qui est une femme exceptionnelle, qui a beaucoup fait pour l'ethnomusicologie contemporaine, qui a passé en fait pas mal toute sa vie auprès des communautés de l'île Maurice là-bas et qui a documenté ça. Et puis, elle expliquait que il y avait des façons de prédire si le rituel allait fonctionner et si les tambours, la façon de battre le rythme, allait induire un état de transe, par exemple. Il y a des façons de le prédire, et puis c'est pas le tambour lui-même, nécessairement, Ouais. ou la façon de le jouer, mais c'est, par exemple, est-ce que le lait a caillé à la bonne température sur le feu? Est-ce que la chèvre qui va finir par être finalement sacrifiée a succombé assez rapidement? Hmm. Est-ce que lorsqu'on a mis le tambour littéralement dans le feu pour l'accorder, est-ce que le tambour a résisté? Parce que si on est dans un espace-temps qui est réservé au rituel, Mhm. techniquement, le temps régulier s'arrête. Ça, c'est un concept qu'a popularisé l'historien comparatif des religions, Mircea Eliade, le sacré et le profane, comme des zones de réalité complémentaires mais mutuellement opposées. Puis c'est quelque chose que l'humain de notre époque a malheureusement oublié. En évacuant la religion, grosso modo, puis en sécularisant la société, on s'est piégé dans un univers stressant qui ne finit plus. Ouais. Or, indépendamment de la question du dogme qui peut être limitant, l'espace sacré est un espace hors du temps dans lequel tu n'as plus tes soucis comme ton hypothèque ou comme Exact. ta relation qui bat de l'aile ou comme l'économie qui, comme d'habitude, est en train de piquer du nez. La question d'un temps sacré, pour moi, c'est quasiment un effet placebo. Si tu crois à ce temps sacré-là, ou plutôt si tu crois que tu l'as bien territorialisé puis que tous les événements puis tous les ingrédients sont à la bonne place, mais là, tu viens de sacraliser un sacré bon temps. Exact. 2 morceaux de robot pour en plus... Yay! Pour le temps d'une bière. Ouais. Ça, puis 2 autres morceaux pour connaître Mircea Eliade, parce que Mhm. c'est un philosophe un peu de la religion. C'est plus un philosophe, on dirait, qu'un historien. Ben, en fait, Il lui, fait les deux. c'est un herméneute. Quoi? C'est ça son titre. C'est Quoi? un herméneute. C'est quelqu'un qui interprète les textes autrement. L'herméneutique, c'est né de l'interprétation des textes sacrés. Ah oui, voilà. Mais C'est un alchimiste! pratiquement, Mais voilà, Mais du c'est texte. ça. C'est un alchimiste. c'est ça. Mais lui, il a bien dit. Ouais. Puis en plus, lui, sa perception un peu de l'espace-temps réservé ou clos ou attribué ou désigné Mhm. au culte, au rituel et tout, ça comprend une part culturelle Mhm. il y a une différence entre le culturel et le cultuel. Qu'est-ce que c'est ça, le cultuel? Ben, le cultuel, c'est le culte, Ah, voilà, ben oui. c'est ça. Et puis Ouais. le culturel, c'est l'ensemble des pratiques un peu Mhm. sociales ou qu'un groupe met en commun ou co-construit ensemble. Mhm. Donc, lui, il met ça, mais en plus, pour lui, il y a quelque chose de militant à faire ça. Quelque chose de militant. Oui, parce que pour lui, ça devient un art de l'expression du soi. Mhm. Ça devient un art de l'expression d'une identité aussi groupale. Et puis, cet art-là n'est pas vain. On ne fait pas ça pour rien. Puis si on a une volonté de communiquer avec des sphères supérieures, appelons ça comme ça, Mhm. ou de faire en sorte que
quelque chose, quelqu'un, quelque part, vienne guérir quelqu'un ou vienne en aide à une communauté pour les récoltes, Mhm. par exemple. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'implication groupale qui est très, très fort. Et puis ça, c'est une forme de militance. Parce que, en quelque sorte, on s'oppose au, à la ligne de conduite de la vie. On s'oppose au tracé prédéfini des forces supérieures. Là. Et puis, dans toutes les croyances, il y a quand même des forces supérieures qui nous dirigent. Mhm. Et puis, dans certaines, plus que d'autres, il y a des lignes directrices qui sont préétablies pour chaque personne. Et puis, lorsque toute une communauté se rassemble pour faire, pour pratiquer le rituel, Mhm. qu'il ait trans ou non, eh bien, il y a une sorte de militance là-dedans pour lui. Parce Mhm. qu'on va à l'encontre de l'ordre préétabli. Ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose dans le côté festif, dans le côté rituel, dans le côté culte, qui semble inverser le monde, qui semble permettre ce qui ne serait pas permis autrement, qui semble, à travers le temps sacré, offrir des façons d'échapper à des problèmes. C'est-à-dire, vraiment littéralement, là, de violer des interdits. Oui. Et puis ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Le festival, surtout le carnaval, si on l'a vu jusque dans l'Ouest, jusqu'à aujourd'hui, comme un moment de transgression dans lequel l'ordre du monde est inversé de façon temporaire. Mais pour en revenir au point de départ, à notre point vraiment là, d'abordage pour les objectifs de cette conversation, qu'est-ce qui se passe dans la tête quand tout le monde vibre au même son? Qu'est-ce qu'on voit comme impact sur la société quand, littéralement, vous êtes sur la même longueur d'onde? Bien, il y a plein de, plein de façons de voir, de voir la chose, puis plein de façons de l'observer aussi. Il y a le côté très, très scientifique, très, très science dure, là, en neurocognition. Là. Ah, ça, on aime ça, la C'est- science dure. Écoute, moi, je viens des sciences molles. Mhm. Fait que, mais il y a des laboratoires, par exemple en Suède ou en Norvège. En tout cas, il y a un gros laboratoire qui s'appelle Rhythmo, qui est un laboratoire où on étudie les effets de la musique, des fréquences et tout, sur le corps humain. Hmm. Mais eux, ils vont jusqu'à même implanter des électrodes à l'intérieur du cerveau pour voir comment... Ah, ça, c'est next level. Ça, c'est pas mal Parce next que level. Là. d'habitude, on reste à l'extérieur du crâne, là, parce que c'est vraiment invasif de faire ça. C'est, ben là, oui, c'est littéralement, il y a quelqu'un qui s'introduit dans notre matière grise, là, tu sais, Voilà. pour voir si ça nous change quelque chose. Là. Mhm. Donc, ça, c'est très, très dur, Mhm. très, très next level, très, très extrême. Mais d'un autre côté, il y a des ethnomusicologues qui sont un petit peu plus, ou des anthropologues ou des sociologues, ou, tu sais, qui sont un petit peu moins invasifs, un petit peu plus soft, mais qui peuvent voir que, par exemple, quand tout le monde chante, Mhm. ben, ça a le pouvoir d'arrêter le temps. Parce que quand tout le monde est ensemble, il y a un... Évidemment, quand on dit ça, ça n'arrête pas vraiment le temps. Mhm. Mais quand on est là, sur place, il n'y a plus rien qui compte. Mhm. Ça a le pouvoir de l'espace d'un instant. C'est ce qu'on veut dire quand on veut dire être dans le moment présent. Oui. Là, c'est ça, mais fois 1000. Oui, c'est ça. Puis c'est à ce point prenant que, tu sais, quand on va, par exemple, je vous donne un exemple super concret, vous allez à un concert de rock. Mhm. Et puis qu'il y a une bonne tune qui s'en vient, tout le monde la sent venir, puis aussitôt que ça part, tout le monde, avec les mains, Ouais. tu sais, bouge. C'est l'euphorie pareil. généralisée. Tout le monde est exactement à la même place. Ouais, exactement. Tout le monde est à la même place, tout le monde le feel de la même façon, tout le monde l'avait Mhm. vu venir. Puis c'est électrisant, là. C'est malade. Ouais. Ça, c'est le moment où on a les poils qui se dressent. La chair de poule bien raide, toi. C'est- À ouais. fond la caisse. Exactement. Mais ça a un pouvoir sur le corps humain, ça. Aussitôt que ça arrive, Mhm. notre cerveau va sécréter des hormones, de l'endorphine, toutes les hormones du bonheur, les Mhm. hormones qui font aussi qu'on peut vivre ensemble, tu sais, qu'on a Ouais. un bonding. Fait que ça existe. C'est quoi? C'est l'oxytocine, ça? Je pense que c'est l'oxytocine, oui.
t'as la dopamine, t'as la sérotonine, mais tu sais, Ouais, dans le fond, c'est un groupe d'hormones qui sont sécrétées quand t'as la chair de poule exact. en public, en communauté, avec du monde, sur une onde donnée. Exact. Et puis ça, c'est absolument phénoménal de le voir en groupe, mais Mhm. on peut le voir seul aussi. Hein. Tu sais, si vous êtes, bon, je ne sais pas s'il y a des amateurs de musique finis là, qui font ça comme moi aussi, mais juste se mettre un vinyle, Mhm. puis sur la table tournante, s'ouvrir une bière, s'asseoir et puis écouter assez fort. Mhm. Puis là, ben, on arrive dans notre tune préférée. Mhm. Puis là, on voit le build-up qui s'en vient, puis on arrive au climax, à l'apogée Ouais. de la pièce, et puis de juste sentir la vague de chaleur qui arrive avec la chair de poule, Ouais. puis cette espèce de... tu sais, ce moment d'ahurissement total, puis de dire « Ah, ça, c'est bon, là! Écoute, moi, j'ai des moments comme ça, des fois, quand je fais de l'exercice sur ma machine à ramer chez moi. Des fois, je décide de faire un marathon de ramage. Ouais, Ça peut durer jusqu'à 2 heures, mon affaire. Après 2 heures, tu veux pas être dans la même pièce que moi parce que ça, c'est pas endurable. Mais j'écoute de la musique. J'écoute de la ouais. musique de films sonores. J'écoute surtout de la musique de Hans Zimmer. Ah ouais, Donc, des fois, c'est là, bon. je passe à travers vraiment plusieurs états émotionnels parce qu'il y a toujours un moment où je doute. Je me dis, j'ai-tu vraiment besoin de me rendre à 2 heures? Il me semble que je suis déjà tanné, ça fait juste 40 minutes. Puis, à un moment donné, après un certain temps, les endorphines sortent. Ouais, Puis là, j'atteins un niveau quasiment hallucinogène et je ressens la musique. Je ne rame plus, je joue la musique. exact. Ou plutôt, je joue mon souvenir d'un film. Donc, je deviens un héros d'un film d'action. Je deviens Batman, dans le fond. Puis, tu sais, on pourrait dire que, dans le fond, c'est juste des mots, mais ces mots-là ont quand même une réalité assez profonde Ouais, qui font que ça fait 40 minutes que je vais arrêter de ramer, mais je continue pareil parce que la musique est bonne, puis ça exact. m'entraîne. Mais cette idée-là, en fait, on l'a pas tout à fait nommée, mais on l'a suggéré. C'est ce qu'on appelle la catharsis, Oui, qui était vraiment le cœur, le but et l'origine du théâtre grec. ah, La c'est vrai. C'est vrai. catharsis, c'est ce qu'on appelle en général comme une forme de libération, le paroxysme d'une émotion. Le but du théâtre grec, c'était de souligner euh, les dons de Dionysos, de Bacchus, Ouais, qui est le dieu de la fertilité, qui est le dieu de la possession et de la folie. Les Grecs n'ont pas un mot pour... En Grèce ancienne, là, dans le grec ancien, il n'y a pas de mot pour ivre ou sous. Ça n'existe pas. C'est fou. Ça, c'est super intéressant. Le théâtre grec commence comme le chant de Dionysos, le chant du sacrifice de la chèvre au dieu Dionysos. Et c'est autour de ce chant-là que va se bâtir le théâtre petit à petit. Sur la période d'un siècle où le théâtre grec va vraiment prendre son envol avec des grandes pièces de théâtre d'une humanité absolument époustouflante, avec des gens comme Eschyle, avec des gens comme Euripide, qui est un petit peu fou, qui est il n'est pas fou, mais il est un petit peu spécial. Ces gens-là et leurs pièces de théâtre, c'est le 5e siècle, c'est le siècle d'or, c'est l'apogée d'Athènes, c'est l'apogée de la Grèce antique, vraiment. Et ça se passe durant l'apogée du théâtre grec, qui est à la fois la catharsis. Tu vas là-bas, puis tu as une épiphanie devant un groupe de personnes qui chantent, qui ouais, jouent, qui incarnent. C'est vraiment le cosmos devenu chair. Et nous, on ne le comprend pas aujourd'hui, mais c'est décrit par les historiens d'Antiquité, par les gens, par les témoins qui ont été là, comme étant littéralement une expérience religieuse. ouais. C'est vraiment la profondeur de la capacité d'une histoire, à quel point elle peut aller te jouer dans le cerveau. Ben oui, parce qu'on a tendance à penser que, pardon, que la religion, c'est une institution. Mm. Mais la religion, c'est d'abord et avant tout une façon de se projeter dans le monde, qu'il soit vivant ou non. Mais dans le monde, ça comprend aussi les gens qui nous entourent. Mhm. Puis c'est pour ça que, même encore aujourd'hui, on voit les communautés religieuses qui sont très, très soudées, par exemple, Mhm. ou qui donnent une impression plus humanitaire, tu sais, d'entraide, tout ça, parce que cette capacité-là qu'a l'être humain de croire soit à quelque chose de plus grand que lui, Mhm. qui soit réel ou non, ou social ou non, ça lui permet d'atteindre aussi cette espèce de don de soi Mhm.
puis une distanciation avec le quotidien. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'universel aussi dans la musique. On est tous capables de jouer des percussions qui vont au moins pas trop nuire à la symphonie générale. Je veux dire, on a tous déjà été dans un party dans lequel on a confié un tambour à quelqu'un, puis c'était au moins pas si pire que ça. Et ça permet automatiquement d'être sur la même longueur d'onde du monde. Je te parle pas d'être un musicien doué, je te parle de contribuer à une symphonie générale. Puis moi, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, la mythologie, la cosmogonie du monde de Tolkien, c'est le chant. Dans la cosmogonie chrétienne, au début, il y eut le mot. Hein? La parole est à l'origine de tout. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est ça, mais c'est le chant. C'est une parole rythmée. Et c'est tout. Et tout l'univers fantasmagorique du Seigneur des Anneaux découle de ça, du fait que le monde est un chant. C'est ça. Mais si tu y penses là, un petit peu, là, à la base, à l'origine, là, Mhm. les premiers sons ou les premiers signes musicaux qu'il y a eu, Ouais. ça ne pouvait qu'être que du chant. Hmm. Ah, c'est fou, pareil, les implications. Parce que... Inspiré directement des chants des oiseaux, de la nature, des sons d'autour. Exactement. Parce que évidemment que là, il faut s'enlever ce que je disais tout à l'heure, là, les systèmes d'organisation des sons. Ouais, on n'a pas besoin de l'Orchestre symphonique de Montréal pour faire de la musique. Mais non, c'est ça. Donc, on s'enlève ça, puis on se replace aussi loin que possible Hmm. à dire, OK, on chante pas. Tu sais, il y a juste 1000 ans, à l'Église, on chantait à deux voix. On entendait seulement deux sons. Mhm. Là, ça fait pas 10 000 ans. Là. Ça Écoute. fait 1000 ans. Ouais. Il y avait deux sons. Mais si on remonte, on recule, on recule, on recule, on chantait ou on reproduisait des sons. Et puis, c'est évident que le chant, ou en tout cas cette production sonore-là qui mettait en lumière le corps comme instrument, a servi de moyen de communication, Hmm. a servi de moyen de se rassembler. Et puis, lorsque l'être humain a passé à autre chose, regarde bien la logique, on est parti d'une logique du corps comme instrument à l'instrument comme prolongement du corps. Hmm. Et là, il y a eu un gros changement dans notre façon de concevoir le son. Parce qu'on pouvait construire des objets, ne serait-ce qu'un bâton, qu'on Mhm. connaît sur Mhm. sur un bureau aujourd'hui, mais on pouvait construire des instruments ou des objets qui produisaient des sons que le corps pouvait reproduire ou que le corps ne pouvait pas reproduire, mais pouvait complémenter. Ça élève le niveau de complexité. Ouais, là, on est un peu ailleurs Ça aussi. nous permet de décider maintenant c'est quoi le son puis de le comprendre. Tu sais, il y a quelque chose qui nous ramène à nous en même temps. On a créé ça, c'est quoi notre relation avec cette chose-là. La création de cette chose-là aussi pourrait avoir eu un impact assez important sur les rituels, les cultes, les organisations sociales. Quelque chose de fou, c'est une trouvaille archéologique qui date maintenant de quelques décennies, mais qui est assez mal connue. C'est Jiaou, en Chine. On a trouvé là-bas ce qui s'apparente à une des plus anciennes tombes au monde, avec dedans le plus vieux breuvage alcoolisé du monde. Le plus vieux breuvage alcoolisé. Ça daterait d'à peu près 9000 ans. C'est incroyable. C'est un breuvage un peu bizarre, là. C'est un cocktail. On appelle ça un grog, parce que c'est un mélange de différents types d'alcool. Il y a des traces là-dedans de riz, d'aubépine, de vin de raisin, puis de miel. Tout ça aurait été mélangé ensemble. On s'entend que ça aurait été pas mal plus alcoolisé qu'une bière de type lager normale à 5%, mais on ne peut pas savoir c'était quoi le pourcentage d'alcool, sauf qu'on sait que ça a été trouvé dans un contexte de célébration funéraire. Donc, vraiment un contexte de funérailles, on pense que ça aurait été des libations qui auraient été données aux morts, qui ont été consommées par un chef de cérémonie. Et encore plus intéressant, mais encore plus bizarre, juste à côté, on a trouvé 2 douzaines de flûtes. Les flûtes étaient faites de façon assez précise. Il y avait 4 à 5 trous sur chaque flûte. Puis ces flûtes-là, qui auraient été faites il y a 9000 ans, correspondent exactement à l'échelle musicale qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas dans l'Ouest. Et ce qui est aussi fou, c'est l'association des trois, c'est-à-dire qu'une des plus vieilles tombes qu'on a trouvées,
avec le premier breuvage alcoolisé, avec la plus vieille boisson alcoolisée dont on a des excellentes, comment je pourrais dire ça, résidus, a été trouvé dans un contexte musical. Donc, on peut imaginer la scène. Banquet funéraire, célébration d'adieu aux morts, libation envers les dieux et en plus, musique. Qu'est-ce que tu fais de cette espèce de scénario-là, toi, qui vois le rôle religieux de la musique? Ces flûtes-là sont faites à base d'un oiseau qui existe peut-être encore aujourd'hui, la grue du Japon, qui a des eaux vraiment, vraiment idéales là, pour faire des flûtes apparemment. Et puis tout ça est ensemble, et tu as le côté intoxication mené par mon cocktail d'alcool, puis tu as la chanson, et puis tu as évidemment la tombe. C'est 3 éléments qui demanderaient en soi à être développés parce que c'est trop intéressant. Mais qu'ils soient les 3 ensemble, ben là, ça fait longtemps, c'est 9000 ans, possiblement le plus vieux. Ça s'est reproduit en Égypte. Ça s'est reproduit... les années sont beaucoup plus rapprochées de nous parce que ça se conserve quand même moins dans un climat désertique. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y avait 3 choses. Ça fait très, très, très longtemps qu'on accompagne nos morts pour passer dans un voyage vers l'au-delà, que ce soit avec des objets du quotidien, avec des objets rituels, parce que des fois, on retrouve dans des tombes, par exemple en Égypte, des objets qui n'ont absolument aucune fonction pratique au quotidien. Donc, nécessairement, on ne droppe pas des objets dans une tombe comme ça juste pour faire plus de place dans le grenier. Le sarcophage, c'est pas un Dropbox. Non, c'est ça. Donc, ces objets-là, s'ils ne sont pas pratiques, ils sont rituels. Et puis, la flûte n'est pas un objet pratique au quotidien. Surtout pas il y a 1000 ans. Puis la boisson, par contre, ça, c'est une autre question. Parce que il y a eu plusieurs... On sait qu'il y a eu plusieurs moments dans l'histoire où l'eau était impropre à la consommation. Et donc, par exemple, au Moyen Âge, dans l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, on buvait beaucoup plus de vin. Puis même les enfants buvaient du vin. Puis de la bière. Puis de la bière, qui avait un pourcentage d'alcool beaucoup moindre, mais qui avait cette très, très grande qualité-là d'être buvable. Parce que l'eau était, soit impropre à la consommation à cause des guerres ou à cause des maladies aussi. T'sais, quand on a eu la choléra, la peste ou je ne sais pas trop, ça contamine les nappes phréatiques et ça prend des décennies ou des siècles pour que ça se nettoie et puis qu'on puisse reprendre le contrôle là-dessus. Ça, c'est une chose. Mais aussi, la consommation d'alcool, je reviens en Égypte, était aussi la source d'une alimentation quotidienne. Donc, par exemple, on sait aujourd'hui que ceux qui ont construit les pyramides ne sont pas des extraterrestres, d'une part. Mais non, c'est reptilien. Oui. J'ai vu ça dans un podcast. Aussi, il y a plein de choses dans les podcasts. Oui, c'est pour ça qu'il faut les écouter, surtout le temps de bière. Oui, c'est ça. Mais donc, la bière, c'était très, très riche. Et puis, en protéines, en glucides, tout ça. Et puis, que c'était à la base de l'alimentation au quotidien. Donc, le lien entre la tombe et les flûtes, pour moi, il paraît assez clair. La donnée manquante pour mieux comprendre le lien avec cette jarre, ce que j'imagine être une jarre dans laquelle on a trouvé les résidus de boissons alcoolisées, c'est le taux d'alcool. Parce que depuis la nuit des temps, plus c'est alcoolisé, plus ça se conserve, et plus c'est réservé à l'élite ou au culte. Et moins il y a d'alcool, moins ça se conserve, plus c'est réservé à la petite gens ou à la consommation quotidienne. Parce que ça induit pas un état second. À 2% d'alcool, là, on peut boire beaucoup de liquide, surtout que ça fait un grog assez épais. Là. C'est pas une bière claire. Non, chez les Mésopotamiens, chez les anciens Sumériens, là, dans le sud de ce qui sera aujourd'hui l'Irak puis l'Iran, la soupe
Elle était pleine de sédiments. Il y avait encore des graines de céréales à la surface. Il fallait boire ça avec une paille. On prenait des pailles de roseau. Chez les plus riches, on prenait une paille d'or, puis une belle paille bien jolie, mais c'était quand même une espèce de soupe. Cela dit, il y a beaucoup de débats autour de la quantité d'alcool qu'il peut y avoir dans ces breuvages-là parce que c'était extrêmement variable. Oui. Puis il y a fort à parier qu'on savait comment rajouter du punch dans une bière, comme par exemple en mettant du miel. Quand tu mets à peu près 70 d'eau pour 30 de miel, le miel commence à être soluble. Puis là, ben, la levure qui est naturellement présente sur le miel va le transformer naturellement en hydromel. Ce serait le plus vieil alcool de l'histoire. Bien avant la bière, bien avant le vin. OK. Le vin serait venu d'ailleurs avant la bière, parce que la bière, c'est un produit manufacturé. Ça demande une installation. Ouais, c'est ça. Alors que pour le vin, tu peux avoir un sac de raisin que tu laisses par terre, puis là, ça va commencer à faire des bulles. Ça peut être très dégueulasse, mais ça peut aussi être très bien si tu as pogné une très bonne levure qui est bonne à faire quelque chose qui va être intéressant au goût. Le problème, c'est que s'il n'y a aucune sélection, tu prends une chance, puis là, tu es contre la nature. Mais ça, c'est quand même une grande digression par rapport à notre tombeau original de Jiaou en Chine. Un tombeau qui pose quand même des grandes questions sur le lien entre l'alcool puis la vie d'après. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a une très vieille pratique au Moyen-Orient et en Chine et en Amérique du Sud qui lie la libation, l'alcool et les morts. On a dans le Proche-Orient une pratique qu'on appelle le marzéa, qui est comme une espèce de banquet funéraire qui ramène tout le village ensemble après la mort de quelqu'un. Puis c'est vraiment un mélange de libation envers les dieux, de cérémonie de souvenir envers les morts, puis de réorganisation sociale. Donc les gens s'échangent des ressources, mais tout le monde prend une virée, tout le monde se prend une cuite. Puis ça, c'est le côté le plus bizarre, c'est que plus tard, dans la Chine très ancienne, avant l'empereur Huangdi, on a trouvé le livre de la conduite qui dit comment faire un espèce de banquet funéraire, puis dans lequel on attend du chi, qui est comme le survivant jugé digne de la personne qui est morte, qui doit s'imbiber d'alcool pour lui-même, mais qui doit aussi boire en incarnant le mort. Donc, il est vraiment réputé incarner la personne qui est décédée et boire en son nom. Et il faut qu'il boive beaucoup pour aider cette personne-là à faire son voyage dans l'interstellaire, mais aussi, il ne faut pas l'insulter. Cette personne-là mérite de boire un coup après la vie qu'il a vécue. Et puis, il y a des rations, il y a des calculs qui ont été faits basés sur les textes, puis on pense que la personne qui faisait la cérémonie, qui était officiant, qui dirigeait le party, devait boire l'équivalent de 2 bouteilles de rouge. OK, ouais. T'imagines-tu ça? On parle vraiment d'une ébriété sacrée. Un Ouais. autre concept qui est complètement fou de l'Antiquité. Faire le party dans l'Antiquité, c'était sérieux. Ouais, c'était vraiment sérieux. Les dieux étaient impliqués, là. Ils te regardaient aller. Oui, oui, puis ça en dit long aussi sur notre relation qu'on a avec l'alcool aujourd'hui, Mhm. celle qu'on a eue avant. Puis c'est intéressant de voir que dans le temps, ça a joué. Tu sais. Tout à fait. Parce que l'alcool, bon, on le dit depuis tantôt, ça induit aussi à un certain volume, là, ça induit un état second. Voilà. Puis ça a un lien avec la finalité. Tu sais. Mhm. On dirait que, et puis là, je stipule, là, c'est pour ça que je commence ma phrase par on dirait que, Mhm. mais on dirait que plus on atteint ou on approche de cet état second-là, plus on est à même de comprendre ou de voir des choses dans la façon qu'on le décrit. C'est tu sais. que ça aide à briser des paradigmes. Les Oui. états seconds font ça, c'est penser différemment. Ça Oui. nous permet de briser des murs ou des illusions ou des stéréotypes. Oui. Ça, c'est des avantages fonctionnels. Les avantages fonctionnels de l'alcool sont bien réels, mais ils sont vraiment à distinguer des avantages médicaux parce qu'il n'y en a pas. L'alcool demeurant, au demeurant, un poison. Ça, c'est vraiment une zone grise. Et le balado se fait toujours un point d'honneur de le rappeler. Il n'y a pas d'avantage médical à l'alcool. Il y en a qui sont anecdotiques, mais si on regarde la somme du pour et du contre,
le contre est beaucoup plus fort. Par contre, il y a des avantages culturels et fonctionnels qui, eux, sont très difficiles à interpréter de façon médicale. C'est-à-dire, s'il fallait faire la liste des moments où est-ce que consommer de l'alcool avec l'ennemi a peut-être évité une guerre, versus les fois où tu as refusé ça, tu verrais peut-être que beaucoup d'hostilités ont été réduites grâce à l'ébriété d'une pinte. Sauf que tu peux pas transformer ça de façon très convaincante du point de vue médical. Ou est-ce que l'argument, c'est l'alcool est un poison, dès qu'il rentre dans ton corps, tu es en mode survie. Alors, Anthony. Oui, P.O. Quels sont tes prochains projets pour les prochains mois? Ben, en fait, prochain projet, je retourne au Sénégal pour quelques semaines, pour 2 mois. Je retourne auprès de la communauté nonne dans la région de Thiès au Sénégal pour justement essayer de mesurer la performance de l'identité des individus au sein du groupe. Et puis, ça se fait de façon tout à fait singulière, là, mais justement parce que en sortant de l'Occident, la musique n'est plus l'organisation des sons. C'est ça le truc. T'sais, si chez les nonnes, on dit que musique, c'est faire la généalogie, c'est qu'on s'inscrit dans quelque chose de plus grand que nous. Et puis, chez eux, par exemple, lors d'une performance de Mbilim, le Mbilim, c'est leur pratique traditionnelle. Le Mbilim, c'est à la fois la musique, à la fois les costumes, à la fois la danse, à la fois les tambours, à la fois le moment de l'année. C'est tout ça. Un Mbilim, c'est tout ça. Et donc, là-dedans, je me suis rendu compte pendant mes recherches doctorales qu'il y avait dans les 5 tambours qui accompagnent habituellement un Mbilim, il y avait des déclinaisons rythmiques qui se faisaient. Donc là, j'ai pu observer comment, par exemple, le tambour leader appelait des gens aléatoirement avec des rythmes. Donc, il lance des rythmes au hasard selon la localité où il se trouve. Et puis, les 4 autres tambours adoptent et adaptent leur rythme en fonction de la localité et de la personne qui arrive dès ses premiers mouvements. T'sais, si une personne entre dans la danse avec les bras comme ça, on sait qu'il va venir, par exemple, de la région de Tasset, qui est pas loin de Thiès, ou de Dias, l'autre côté. Bon. Mais donc ça... mais il y a une véritable cartographie du son là-dedans. Exactement. Mais une sonorisation de la cartographie, plutôt. Oui, mais qui se fait en fonction des cheminements individuels au sein de la communauté. Hey, ça, c'est de l'adaptation. C'est ça. Donc là, moi, j'avais documenté comment, justement, ces rythmes-là renvoyaient à une expression identitaire parce que ça allait accrocher une personne qui ne pouvait pas se défiler. Hein? Ah, t'as pas le droit? Non, aussitôt que ce rythme-là te capte, tu cesses de faire tout ce que tu fais. Tu cours et puis tu t'enlignes dans un duel absolument incroyable. C'est ahurissant. C'est tellement intense, mais ça dure 10 secondes. C'est un duel, mais un duel contre qui? Contre le tambour. Ils se battent contre le tambour à coups de danse? À coups de danse. Mais donc, voilà. Il va nous falloir des visuels. Oui, il va falloir que je vous en envoie. Il va falloir le podcast, ma communauté à travers toute la francophonie requiert un support visuel. Écoute, Anthony, un grand merci d'avoir été avec nous pour le temps d'une bière. J'espère que tu as eu le temps de prendre quelques bonnes gorgées de la bière qui m'a été donnée par la microbrasserie de Quaticook. Une bonne stout à l'azote, idéale pour débuter ce mois de septembre. Et moi, de mon côté, je suis allé pour une Sober Carpenter. Je suis allé à la Petite Frette à Elmer. Puis j'ai dit à Yvon de me donner sa meilleure bière sans alcool. Et pour lui, sa suggestion, connaissant mon amour de la IPA, ça a été une DDH Easy IPA Limited Edition de Sober Carpenter. Pour ceux qui sont à la maison, qui se sont rendus jusqu'ici, et même pour ceux qui sont dans le champ, c'est pas important où est-ce que vous êtes. L'important, c'est de nous liker, de vous abonner, de nous partager, de nous écrire aussi. Et aussi, je vous invite à suivre les écrits et les articles de mon ami Grégory. Voyons. C'est pas grave, je suis le même gars depuis tantôt. Ouais. Anthony, Antoine... Non, mais ça va mal, là. Faut que j'aille me faire une thérapie de tambour. Donc, voilà. Si vous voulez, vous allez pouvoir suivre Anthony à travers ses articles sur le temps de notre bière qui vont sortir dans les prochains mois. On n'est pas trop pressé. Et encore une fois, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à toi.
À la prochaine!